Donc bonjour à tous et bienvenue pour cet nouvel événement apéro at home sur ce nouvel horaire, donc sur le temps du midi. Pour, me présenter en 2 mots, je suis Manon Saillard, chargée de communication et projet pour, Juni Alumni et donc je suis en charge de l'organisation des apéros at home depuis le premier confinement. C'est un événement qu'on avait lancé, de base, sur l'heure de l'apéro, du coup, le soir, pour, garder le lien entre nos diplômés et surtout, se changer un petit peu les idées pendant cette période, assez compliquée et donc parler de nos hobbies, de nos passions, d'entrepreneuriat et cetera et pour, cette première, on a essayé de changer un peu le créneau et de vous la proposer sur le temps du midi. Donc voilà, l'apéro atome, le concept, c'est vraiment d'échanger tous ensemble, donc d'avoir une petite présentation sur un sujet et ensuite, d'échanger, de poser toutes vos questions et cetera. Donc surtout, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, voilà, vous pouvez participer à tout moment et n'hésitez pas à allumer vos caméras pour que ce soit enfin, quand vous participez surtout pour que ce soit beaucoup plus convivial, surtout pour Patrick qui vous répondra et donc aujourd'hui, la thématique, c'est le bénévolat à la Croix-Rouge. Donc on a la chance d'avoir Patrick Marcier, avec nous qui est du coup, diplômé de HEI que je laisserai se présenter tout à l'heure. Ce que je vous propose avant de commencer, avant de laisser la parole à Patrick, c'est de faire un petit tour de table et qu'en en 2 mots, chacun se présente, juste, peut-être vos noms, prénoms et promos et savoir ce qui vous intéresse un petit peu dans le sujet aujourd'hui. Voilà, qu'on fasse un petit tour rapide et ensuite on laissera la parole à Patrick, comme ça il vous connaîtra un petit peu et il saura peut-être, arranger sa présentation en fonction. Voilà. Est-ce que quelqu'un se porterait volontaire pour commencer? Oui, moi je veux bien. Donc, Emmanuel Diers, promo 98, actuellement en Normandie, dans le secteur nucléaire, dirigeant d'entreprise. Et donc, moi, j'ai été intéressé par le sujet parce que la Croix-Rouge, on entend tous parler, mais de là à découvrir le fonctionnement interne, bah, pas du tout, on est au courant de rien. Donc ça m'intéressait de par le sujet lui-même de la Croix-Rouge. Puis ensuite, le bénévolat, hein, qui est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus au fur et à mesure où on avance dans l'âge. Et donc, bénévolat plus Croix-Rouge m'intéressait à double titre par rapport à ça. OK, parfait, super. Merci. Merci Emmanuel. Ensuite? Bonjour, donc moi je suis Philippe Gauthier, je suis promo 89. Moi j'ai diplômé HEI bien sûr en 89. Moi j'ai un parcours dans l'industrie high-tech et en associatif. Donc j'ai pu, dans mon parcours personnel, à titre personnel et à titre professionnel, euh, me, découvrir le bénévolat et le pratiquer. Et donc c'est intéressant pour moi aujourd'hui d'avoir cette discussion pro-associative dans le domaine du bénévolat. Voilà. OK, super. Merci beaucoup Philippe. Je vais prendre la suite, Manuel Donnet. Bonjour à tous, moi je suis 89 également. Je rejoins Emmanuel et Philippe sur le questionnement du bénévolat et de la Croix-Rouge et comprendre aussi finalement être bénévole à la Croix-Rouge, qu'est-ce que ça veut dire en termes de, je sais pas, d'implication, je dirais pas de risque, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien ou être un bénévole à la Croix-Rouge, on s'investit comment? Je vais un petit peu mieux comprendre ce que ça veut dire, tout ça. OK, super. Merci. Bonjour à tous. Amaury Rommler, je suis sorti en 2014 d'HEI dans le domaine BTP. Aujourd'hui, ce qui m'intéressait plus particulièrement, bon, ça fait quelques temps que j'ai envie de rejoindre une association pour donner un petit peu de temps, notamment pour aider les SDF. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui en France. La Croix-Rouge est une des plus connues, mais du coup, je voulais voir un petit peu, pareil, un peu en interne, comment ça se passait, concrètement les actions, et pourquoi pas rejoindre cette association. Ouais. OK, super. Merci. Ensuite, il nous reste, Eh bien, il en reste plus qu'un, c'est moi. Non, je sais pas. Jean-Paul Carré, donc moi je suis HEI 2013. Je travaille actuellement chez Boulanger, donc sur le sud de la métropole lilloise.
Et ce qui m'intéressait auprès de la Croix-Rouge, c'est que j'aurais bien aimé voir Moi, c'était la partie secourisme où je me posais des questions au niveau du bénévolat pour tout ce qui est secourisme et voir un peu comment ça marche, pour pouvoir tout simplement échanger. Voilà. Ok, super. Bah, merci. Je crois qu'on a d'autres personnes aussi. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu Randolph. Je ne sais pas si tu as un micro et si tu peux te présenter. Peut-être pas. Ensuite, bon, c'est pas grave, sinon n'hésitez pas à participer par mail, par le chat, pas du tout par mail. Et il y a Régis qui nous a rejoint. Bonjour Régis, on était en train de faire un petit tour de table des présentations. Si tu pouvais te présenter en 2 phrases et dire pourquoi, ce qui t'intéresse dans la thématique d'aujourd'hui. Si tu as un micro. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui, bonjour Marion, bonjour Patrice. Donc en fait, moi aujourd'hui, je suis intéressé par cette partie un peu humanitaire. J'ai pour projet de prendre ma retraite très prochainement, et donc c'est aussi peut-être une façon d'avoir une activité au cours de cette seconde partie de vie. Très bien. Parfait, merci. J'ai d'autres personnes qui me contactent par mail et qui souhaitent rejoindre, donc elles nous rejoindront en cours de route. Je vais plutôt, si tout le monde est passé, du coup, laisser la parole à Patrick. Merci Manon. Vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Voilà. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous et je suis très heureux de voir l'intérêt que vous portez à la Croix-Rouge. Bon, alors je suis, comme a dit Manon, un très ancien diplômé, parce que j'ai été diplômé en 74 de la section électrotechnique. Il y avait 3 sections à l'époque, hein, électrotech, génie civil et chimie. J'ai fait une carrière professionnelle de 40 ans à EDF GDF. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est Enedis et Engie, dans différents domaines, l'exploitation des réseaux, etc., etc. Et puis, arrivé à la retraite, j'ai démarré le bénévolat. Alors, j'avoue que maintenant, je regrette de ne pas l'avoir démarré avant, mais bon, les circonstances ont fait que. Puis, je n'étais pas tellement informé sur le bénévolat. Donc, j'ai passé, juste après ma retraite, 8 ans à la Banque alimentaire. Et puis, depuis 2016, je suis à la Croix-Rouge. Alors, comme dans toutes les associations où il y a du bénévolat, on peut très vite prendre du galon. Et je me suis retrouvé à la tête comme président départemental du département du Nord, juste au début de la crise Covid, que le président précédent a eu la charmante idée de démissionner quasiment au moment où on a déclaré le confinement. Et j'ai repris le flambeau, ne sachant pas exactement ce qui m'attendait, heureusement d'ailleurs, parce que je l'aurais peut-être pas repris. Mais ce sont des circonstances tout à fait particulières, on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais c'est quand même très, très intéressant de voir des moments particuliers, surtout au sein d'une association comme la Croix. Alors, je suis maintenant vice-président. J'ai laissé le manche à quelqu'un de beaucoup plus jeune, puisque mon successeur a 27 ans. Et ça fait un gap. Et il est très bien, très dynamique. Et chacun son tour. Alors, on va parler de la Croix-Rouge. Je vais vous faire un exposé général, et j'espère pas trop long, sur la Croix-Rouge française. Et je vous donnerai quand même quelques chiffres concernant le département du Nord. Alors, la Croix-Rouge, c'est une vieille dame. Elle a bientôt 160 ans. Elle est née de l'idée d'un certain Henri Dunant, qui était un homme d'affaires suisse, qui, lors de ses voyages d'affaires, s'est retrouvé par hasard à Solferino, qui est une ville d'Italie où il y a une grande bataille, qui est une très belle boucherie. Et ça l'a énormément choqué de voir comment étaient traités les blessés de cette bataille. Dieu sait s'il en a eu. Et juste après, eh bien, il a écrit un bouquin qui s'appelle Souvenirs de Solferino.
Et ce livre a eu quand même beaucoup de résonance et il a abouti à la création du Comité international de la Croix-Rouge, qui existe toujours, hein, qui est le CICR, en 1863. L'année suivante était créée la Croix-Rouge française. C'est une des premières qui est créée. Et il y a eu en 1919, genre juste après la Première Guerre, la fin de la Première Guerre, la création de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 1945, la Croix-Rouge française a été reconnue d'utilité publique. Et autre date importante, en 1965, il y a eu, de la part du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'adoption des 7 principes fondamentaux du mouvement que je vais vous citer, et ils sont très, très importants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 7 principes fondamentaux? Il y a d'abord l'humanité. C'est une association humanitaire bien connue, la Croix-Rouge. Il y a également l'impartialité. On traite tout le monde de la même manière. La neutralité, on ne s'implique pas. Alors ça, c'était du temps des conflits, mais c'est encore valable maintenant. On ne s'implique pas ni d'un côté ni d'un autre. Si malheureusement on était amené à intervenir dans une zone de conflit, on ne prend pas part pour l'un ou l'autre camp. L'indépendance, la Croix-Rouge est indépendante, bien que, on en parlera tout à l'heure, étant auxiliaire des pouvoirs publics, elle est totalement indépendante des pouvoirs publics. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Pardon, auxiliaire, ça veut dire quoi? Alors, je vais le dire tout à l'heure. Hein, c'est une association agréée de sécurité civile. Okay. C'est le terme exact. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'est très important. Ça nous permet d'avoir accès à certaines activités qu'on n'aurait pas autrement. Ok, merci. Mais de rien. Oui, n'hésitez pas à m'interrompre hein, parce que moi je connais, mais parfois ça vaut le coup de préciser un petit peu les propos que je tiens. Donc le volontariat, bah, c'est la base de la Croix-Rouge. L'unité en particulier vis-à-vis des autres Croix-Rouges. C'est vrai qu'il y en a 192 dans le monde de Croix-Rouge. Et puis l'universalité, bah, comme son nom l'indique, la Croix-Rouge, elle est dans tous les pays. Alors le mouvement Croix-Rouge, c'est la plus importante organisation humanitaire au monde. Il y a plus de 100 millions de femmes et d'hommes, ce qui me paraît un chiffre assez élevé quand on compare aux 7 milliards. Ça veut dire qu'une personne sur 70 serait dans des Croix-Rouges. Ça me paraît un peu beaucoup. Et ce mouvement se compose du CICR, de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de 192 sociétés nationales, dont la Croix-Rouge française. Alors en dessous, vous voyez 3 sigles. Vous êtes habitués, nous sommes habitués à celui de gauche. La Croix-Rouge, c'est celui du départ. Alors pourquoi une Croix-Rouge? Le fondateur, Henri Dunant, était suisse. Le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur un fond rouge. Vous ne pouvez pas prendre ça, donc il a pris une croix rouge sur un fond blanc. Donc, vous pouvez regarder, c'est exactement la même croix que la croix suisse, c'est-à-dire que c'est formé de 5 carrés de taille identique. Alors, il est bien évident que certains pays, en particulier les pays musulmans, se sont dit on ne va pas se balader avec une croix dans le dos. Les croisés, ça a laissé un mauvais souvenir dans les pays musulmans, donc ils ont pris le croissant. Et puis il y a d'autres pays, comme par exemple Israël, qui ne prendre ni l'un ni l'autre des symboles, et pour lesquels on a choisi ce qu'on appelle le diamant. Donc c'est le 3e symbole que vous pouvez voir. Et bien entendu, nous sommes plutôt habitués au premier. Quelle est la raison d'être de la Croix-Rouge? L'an dernier, nous avons, lors de l'Assemblée générale, voté le projet associatif dans lequel il a été écrit que la Croix-Rouge française agit pour protéger, relever sans condition les personnes en situation de vulnérabilité et construire avec elles leur résilience. Il y a les 3 parties. Protéger, c'est en amont,
Alors, c'est tout ce qui va être formation, information, etc. Relever sans condition, c'est aider les gens à sortir la tête de l'eau, au propre comme au figuré, hein, que ce soit côté urgence et secourisme ou action sociale, par exemple l'aide alimentaire. Puis une fois qu'ils ont sorti leur tête de l'eau, les aider à retourner à une vie comme avant, pour pas qu'ils dépendent, qu'ils soient obligés de dépendre de l'aide ou des associations caritatives toute leur vie. Donc, ces trois aspects-là sont très importants au sein de la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge est une association, Croix-Rouge française, de type 1901, qui est ouverte à tous, sans distinction. Conformément aux conventions de Genève, la Croix-Rouge française est auxiliaire des pouvoirs publics. Alors, la Croix-Rouge française a le titre d'association agréée de sécurité civile. Si vous tapez ça sur Google, vous verrez sur le site du ministère de l'Intérieur la définition exacte. Donc, à ce titre, la Croix-Rouge française peut être engagée à la demande des autorités ou lors du déclenchement de plans Orsec pour participer à des opérations de secours et de soutien aux populations sinistrées. Et elle est par ailleurs habilitée à mettre en place ce qu'on appelle des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes, ce que tout le monde connaît sous le nom de poste de secours. Et elle peut aussi assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme. Et il n'y a que les associations qui sont agréées de sécurité civile qui puissent faire cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous en citer quelques-unes, il y en a toute une liste, il y en a une trentaine, je crois. Et en plus de la Croix-Rouge, il y a la Fédération française de sauvetage et secourisme, la 2F2S, la Fédération nationale de protection civile. Alors, je vous signale, la protection civile, ce n'est pas la sécurité civile. La sécurité civile, c'est un service de l'État, du ministère de l'Intérieur. La protection civile est une association comme la Croix-Rouge. La Fédération nationale des secours pompiers de France, donc les pompiers, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte et la Société nationale de sauvetage en mer, il y en a plein. Donc, il est important de voir que seules ces associations sont habilitées à faire des postes de secours, à faire de la formation en matière de secourisme, etc. La Croix-Rouge française est aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire parce qu'on a, au travers de ses services, à but non lucratif. Et elle gère, on en parlera tout à l'heure, des établissements et des services dans les domaines sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de formation. Et bien entendu, nous intervenons à l'international avec les autres sociétés nationales qu'on vient soutenir, aider, et toutes les composantes du mouvement auquel nous appartenons. Alors, la Croix-Rouge française, c'est en France métropolitaine, outre-mer et à l'international, on va dire 65 000 bénévoles. Si vous faites un petit ratio, ça veut dire que un Français sur 1000 à peu près est bénévole à la Croix-Rouge. Alors, il y a deux filières. Il y a les bénévoles qui réalisent toutes les actions, tout ce qui est action sociale, secourisme, urgence, etc. Et puis, il y a une autre filière qui est assurée par des salariés, sont les établissements. On retrouve tous les établissements sanitaires, sociaux et autres, comme des hôpitaux, des EHPAD, des IME, des centres de formation, des écoles d'infirmiers et d'infirmières, etc. Alors, dans le Nord, il y a un IME, par exemple, à Saint-Jean-Capelle, un EHPAD à Fournes, etc. Des hôpitaux, il y en a entre autres l'hôpital Henri Dunant à Paris, qui est quand même très connu. La présence sur le territoire, il y a, pour vous donner une idée, un peu plus de 1000 implantations locales. Ce qu'on appelle l'unité locale, c'est l'unité de base, pour tout ce qui est bénévolat, pour tout ce qui est action. Vous avez également 480 établissements et services sanitaires et sociaux, un campus national, etc., etc. Dans le Nord,
il y a eu une délégation territoriale, il y a 20 c'est déjà bien, 20 implications locales, implantation locale pour couvrir toutes les communes du Nord. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, il y a encore des trous dans la raquette. Et il y a des trous dans la raquette parce que on n'a pas assez de bénévoles pour faire tout ce qu'on devrait faire ou ce qu'on souhaiterait faire. Et nous avons également une chose particulière par rapport à nos collègues du reste de la métropole, ce qu'on appelle le dispositif mobile de soutien aux exilés, le DMSE, qui intervient principalement à Calais et à Grande-Synthe. Inutile de vous dire qu'ils ont pas mal de boulot, c'est très sensible, c'est très délicat d'intervenir au niveau de Grande-Synthe et de Calais. On essaye, nous, vous avez vu les 7 principes, hein. On est indépendant, on doit traiter tout le monde de la même manière, etc. etc. Donc, on est parfois un petit peu sur la corde raide entre les injonctions de l'État et ce qu'on souhaite faire. On souhaite faire au mieux, mais notre souhait, c'est quand même toujours d'aider les personnes vulnérables, quelles qu'elles soient ou qu'elles viennent. Alors, il y a 5 établissements médico-sociaux, vous en avez parlé, dont 3 établissements de formation. Je me permets d'intervenir. Oui. Il y a une petite question dans le chat. Ouais. Comment est assuré le financement de la Croix-Rouge et quelle est la part des dons? Alors ça, c'est une bonne question. Comment est assuré le financement de la Croix-Rouge? Moi, je parlais de la partie action. La partie établissement, quand on va à l'hôpital, on paye. Quand on va dans un centre de formation, les formations sont payantes, etc. Alors, les actions de la Croix-Rouge sont financées par d'autres actions qu'elle réalise. Les postes de secours sont payants. Les formations que l'on peut faire côté bénévole, les formations par exemple au premier secours sont payantes. Nous avons la possibilité de revendre des choses qui nous sont données, mobilier parfois, des jouets, des vêtements surtout, et vêtements d'occasion. Parfois, on a aussi des vêtements neufs qui nous sont donnés par des grandes marques. Oui, des marques quand même assez connues, comme Damar, comme Jules, etc. Et tout cela, ça nous donne des ressources pour financer toute la partie qui nous coûte, parce que bien sûr, c'est réalisé par des bénévoles, vous allez nous dire ça ne coûte rien. Les bénévoles, c'est quand même de temps en temps, quand ils se déplacent ou autre, il faut bien leur rembourser leurs frais, hein. Il ne faut pas qu'ils soient de leur poche. Par ailleurs, on a des frais, on a des véhicules, on a des locaux qu'il faut chauffer, etc. Donc tout ça, c'est financé par les actions que l'on peut mener et les postes de secours. Inutile de vous dire que la mi-Covid, il nous a fait très mal, puisque les postes de secours en 2020, il n'y en a quasiment pas eu parce que tout simplement, il n'y avait pas de manifestation. Donc, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de poste de secours, il n'y a pas de rentrée. Les formations, pareil, on n'avait pas le droit de réunir des gens dans une salle pour faire une formation. Donc, on a eu énormément de difficultés. Mais par ailleurs, nous avons eu d'autres actions à mener à la demande de l'État, de la préfecture, de l'ARS, actions qui ont été rémunérées, ce qui est tout à fait normal. Donc l'un a à peu près compensé l'autre, mais on est toujours un petit peu sur la corde raide à essayer de financer toutes nos actions qui, elles, sont gratuites, comme par exemple les maraudes vis-à-vis des SDF. On ne fait rien payer, là. Hein. Et tout cela doit être compensé par des recettes que l'on peut avoir par et qui malheureusement ne sont pas toujours extensibles. Donc vous voyez l'implantation, que ce soit en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, partout, y compris Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, etc. Et puis l'international. À l'international, on a des accords avec pas mal de pays, beaucoup de pays d'Afrique. Hein.
mais aussi on a une permanence dans la région Amérique-Caraïbes, Haïti, qui malheureusement est régulièrement frappée par des sinistres. C'est important, voir le dernier tremblement de terre qui a eu lieu. On a une plateforme d'intervention régionale dans l'océan Indien et une autre dans le Pacifique Sud. Alors, nos domaines d'action. Juste une question pardon, pour l'international. Comment s'articule enfin, on va dire les actions et le rôle de la Croix-Rouge française à l'international avec la Croix-Rouge locale? En général, on intervient à la demande ou avec l'accord, de toute façon, toujours à la demande de la Croix-Rouge locale. D'accord. Il ne peut pas en être autrement. Il y a une intervention qu'on a faite pendant le Covid qui n'a pas été faite avec la Croix-Rouge locale. Vous savez que un petit peu après le Covid, il y a eu un autre événement assez important qui s'appelait le Brexit. Il y a eu pendant plusieurs jours un bon millier de chauffeurs routiers français qui se sont retrouvés coincés en Angleterre, qui ne pouvaient pas revenir. Et on a, à la demande du ministère, déclenché une opération pour aller leur porter des plateaux repas, etc., en territoire anglais, avec quand même l'accord. On ne peut pas y aller comme ça, ce serait quand même un peu délicat, avec l'accord quand même des autorités britanniques, mais je ne pense pas que la Croix-Rouge anglaise ait été concernée. Personnellement, je le regrette, mais c'est comme ça. Ce n'est pas toujours facile dans ces conditions-là d'intervenir, mais enfin, on est intervenu sans problème. D'accord, merci. Donc, on a des actions dans le domaine de l'urgence et des opérations de secours. L'urgence, c'est la catastrophe. C'est le tremblement de terre d'Haïti, c'est la tempête Irma sur je ne sais plus quelle île des Caraïbes, enfin, c'est pas ça, c'est vraiment tout ce qui est urgence. Et c'est là-dessus d'ailleurs que la Croix-Rouge est le plus connue, parce que c'est comme ça qu'on passe à la télé. Hein. C'est rarement pour des... C'est regrettable, mais c'est comme ça. C'est le côté spectacle de la télévision, c'est rarement pour des opérations du quotidien, comme l'aide alimentaire ou autre. Donc, l'urgence, les opérations de secours, j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les postes de secours. Ce sont les opérations de formation, qui sont très importantes pour nous. L'action sociale, alors elle est multiforme. Il y a l'aide alimentaire. J'avoue qu'avant de faire du bénévolat et d'être, entre autres, à la banque alimentaire, je ne savais pas que la Croix-Rouge faisait de l'aide alimentaire. Je pensais que c'était uniquement des opérations de secours et d'urgence. Maintenant, il y a un volet aide alimentaire qui est très important, puisque je crois qu'il y a à peu près les 2/3 des bénévoles qui sont côté action sociale et un tiers côté urgence et secours. Je vous détaillerai ça un petit peu plus tout à l'heure. Bon, il y a tout ce qui est métier sanitaire et autres, mais ça, c'est la partie salariée. Il y a la partie formation qui est réalisée en partie par nous, par le côté bénévole, puis l'action internationale. Alors, l'urgence et opération de secours. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est la formation et sont les postes de secours. Si je prends les chiffres pour le Nord, en 2019, je ne vous cite pas 2020, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment une année complètement particulière pour tout le monde. On a fait 380 postes de secours, avec, on a toute une catégorisation des postes de secours entre les grandes envergures et les petites. Il y a un dispositif de grande envergure que l'on faisait avant le Covid chaque année, qui était la braderie de Lille. Et je peux vous dire que c'est un dispositif vraiment de très grande envergure, parce qu'il n'y a pas que la Croix-Rouge d'ailleurs qui intervient. Il y a quand même 2 millions de personnes. Hein. 2 millions de personnes, il faut quand même qu'il y ait pas mal de postes de secours. Ça demande, puisque c'est pendant un peu plus de 2 jours et c'est 24 heures sur 24, on met 150 personnes sur ce dispositif. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez de monde au sein de la Croix-Rouge du Nord pour réaliser toutes les
l'écart, on est obligé de demander à d'autres départements. Il y en a qui viennent du sud. De même que nous, par exemple, on est appelé de temps en temps pour aller faire des postes de secours à Feria de Nîmes ou d'autres. Il y a quand même, heureusement, une très grande solidarité au sein de la Croix-Rouge française. Vous avez également l'action sociale. L'action sociale, c'est sur le niveau national 735 unités d'aide alimentaire et dans le Nord une vingtaine. Vous avez de la distribution vestimentaire. Vous avez Croix-Rouge-sur-Roue. Croix-Rouge-sur-Roue, c'est un véhicule qui est équipé et qui permet d'aller soit faire de la distribution de colis, soit accueillir des bénéficiaires en allant dans les petits villages. Il y a des haltes répidétantes Alzheimer. Et puis, une chose qui est très importante, à chaque fois, il y a des histoires superbes, ce qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. Bon, c'est destination, bien sûr, des exilés, qui partent parfois en famille et puis qui se retrouvent séparés par la force des circonstances et qui recherchent un époux, un enfant ou un parent, etc. etc. Donc, on profite du fait qu'on a des équipes un peu partout pour lancer des recherches. Et puis, on arrive, pas très souvent malheureusement, mais on arrive quand même à réunir des familles qui ne se sont plus vues depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui se demandaient d'ailleurs si la personne recherchée était toujours vivante ou non. Ça fait toutes des belles histoires, tout ça, qui font plaisir d'être dans une association comme la Croix-Rouge. Mais on n'est pas les seuls à faire ça, heureusement. Hein. Là, je mets en exergue la Croix-Rouge française, mais il y a d'autres associations qui font la même chose. La formation, il y a, vous voyez, tous les chiffres qui concernent la formation au niveau France. Il y a énormément de gens formés. C'est une formation qui est assez connue, c'est la formation, la prévention au secours civique de niveau 1, ce qu'on appelle le PSC1, que je vous conseille de faire, ou au moins ce qui s'appelait l'IPS avant, l'initiation au premier secours, qui s'appelle maintenant les gestes qui sauvent. Pour les gestes qui sauvent, ça ne coûte pas cher, ça va être de l'ordre de 10 €. Et ça vous permet d'apprendre le massage cardiaque, d'apprendre les gestes principaux et d'avoir les bons réflexes en cas de problème. Ce que l'on apprend surtout, c'est de protéger. Donc, quand vous voyez un accident, il faut protéger pour éviter le suraccident. Alerter, il faut faire le 15 par exemple ou le 18. Et puis après, secourir. Mais secourir si on sait faire. Si on ne sait pas faire, on protège, on alerte et on attend les secours. Et en appelant les secours, on essaye de décrire le plus possible le type d'accident et ce qui est arrivé, etc. Enfin, je ne vais pas commencer à vous faire un cours, mais ça vaut vraiment le coup. Ce serait bien qu'un peu partout, les gens se forment aux gestes qui sauvent. Alors, l'action internationale, on intervient dans pas mal de pays. Et il y a même un certain nombre de projets qui sont établis avec l'aide, bien sûr, et avec la participation et la demande des Croix-Rouges locales. Alors, il y a un certain nombre de structures et de filiales qui sont partenaires de la Croix-Rouge. Il y en a une, moi, que je trouve très bien, qui s'appelle Croix-Rouge Insertion, qui permet de faire du développement de l'emploi de manière à ce que les gens retournent à l'emploi. Et on a des salariés qu'on prend en CDD, bien entendu, qu'on forme de manière à ce que non seulement ils aient vraiment un boulot, hein, on ne les utilise pas comme ça uniquement pour faire plaisir, qu'ils aient vraiment un boulot au sein de la Croix-Rouge et qu'ils puissent avoir une formation et avoir un métier derrière. Alors, il y a eu monsieur ou madame Covid, je ne sais pas s'il faut dire le ou là,
qui a pointé le bout de son nez fin 2019 et surtout en 2020, et qui a perturbé tout le monde. Alors, à la demande des pouvoirs publics, on a été amené à mettre en place des centres d'hébergement pour les SDF qui étaient Covid positifs. Qu'est-ce qu'on disait aux gens qui étaient Covid positifs, mais dont la situation ne nécessitait pas une hospitalisation? Eh ben, restez chez vous. Ben, pour un SDF, c'est pas évident. Hein. Il est de toute façon chez lui, c'est dans la rue. Hein. Donc, à la demande des pouvoirs publics, on a mis en place des centres d'hébergement pour les SDF. Alors, pas facile parce que ce sont des gens qui sont indépendants, qui ont du mal à aller dans… Déjà, pour ceux qui sont dans la rue depuis longtemps, vous les ferez difficilement aller dans un centre d'hébergement normal, comme il y a. Hein. Le 115 a pas mal de centres, à Delhi, ils ont du mal à aller là. Donc là, c'était pas du tout évident, mais il y en a quand même eu quelques-uns qui sont venus. On a fait aussi des centres de mise à l'abri pour les migrants. On a bien sûr participé à des centres de vaccination. Et puis alors ça, c'est quelque chose de très télégénique en particulier, du transfert de malades Covid entre les hôpitaux. Vous n'avez peut-être pas remarqué, dans les photos qu'il y avait tout au début, il y en a une où on nous voit en tenue presque de cosmonaute, là, habillé de pied en cap, et transférer des gens vers l'hélicoptère du salut pour transport vers d'autres hôpitaux. Et puis, à notre initiative, on a mis en place une grosse opération, qu'on a appelée Croix-Rouge chez vous. Vous avez dû voir, il y a eu un peu de publicité là-dessus qui a été faite, et il y a eu beaucoup de télé qui en ont parlé. Elle a été mise en place pour ravitailler les personnes vulnérables qui se retrouvaient isolées chez elles, même sans être malades. Alors, ceux qui étaient malades, évidemment, se retrouvaient d'autant plus isolés qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc, on leur a donné un numéro de téléphone où ils pouvaient, pour certains d'ailleurs, ça leur a suffi simplement parler, parce qu'ils se retrouvaient tout seuls, personne. Les gens qui venaient les voir avant venaient plus les voir. Ils ne pouvaient pas sortir pour dire bonjour, même sur le palier, à leur voisin de palier. Et ils avaient besoin de parler à quelqu'un. Et puis, leur fournir un minimum de denrées. On a défini des paniers types et on allait pas vraiment leur faire leurs courses, mais leur apporter ce qui était tout à fait nécessaire et important. Et ça, c'était valable pour tous les gens, même pas nos bénéficiaires habituels, tous. Il n'y a que les bénéficiaires qui ne payaient pas les denrées, mais on s'occupe de tout le monde. Alors, ben voilà, ça c'est le but de mon propos aujourd'hui. Engagez-vous, que ce soit pour une heure ou un jour ou plus, devenez bénévole à la Croix-Rouge. On peut être bénévole pour une journée. Hein. On a ce qu'on appelle bénévole d'un jour. Si ça vous dit, pour découvrir ce que c'est, je vais vous donner des coordonnées, vous appelez et vous proposez pour être bénévole d'un jour ou pour être bénévole plus longtemps. Il y a tout type d'emploi, je veux dire, à la Croix-Rouge, depuis simple bénévole jusqu'à même président national. Il n'y a aucun problème, vous trouverez toujours votre place à la Croix-Rouge et sachez qu'on a besoin de vous. Et là vous vous sentirez utile. Ce n'est pas un bénévolat pour faire plaisir, c'est un bénévolat pour aider, pour servir les autres. Et puis, personnellement, moi, j'ai toujours trouvé que dans ces bénévolats-là, on y retire quelque chose. Il y a aussi quelque chose pour soi. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'on ne le ferait pas. Il y a aussi quelque chose pour ça, et c'est très bien. Puis ça permet, quand on est retraité, mais ce n'est pas uniquement les retraités qui pourraient être bénévoles, et quand on est retraité, de continuer à avoir une certaine activité. Voilà. Alors, si vous voulez nous contacter, la délégation territoriale du Nord, c'est 60 rue des Combes. À l'homme, vous avez le numéro de téléphone, le mail. Alors, c'est dt59@croix-rouge.fr. Mais si vous êtes dans un autre département et que vous voulez contacter
la Croix-Rouge du département, à la place de 59, vous mettez 62, 80, 60, enfin le numéro du département, et vous aurez directement, le mail sera envoyé à la Croix-Rouge du département. Vous dites que vous voulez devenir bénévole à la Croix-Rouge, il n'y a aucun problème. Puis un site web qui est tout simplement croix-rouge.fr, sur lequel il y a un onglet devenir bénévole. Vous aurez tout ce qu'il faut là-dessus. Je vais vous donner mon mail qui n'est pas très compliqué. Hein. C'est patrick.marcy@croixrouge.fr. Marcy, c'est M-A-R-S-Y. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et puis, comme il dit, we need you. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un dessin de Gottlieb, qui était un dessinateur qui était assez connu, mais il y a quand même pas mal d'années, et qui avait créé un super-héros qui s'appelait Super Dupont. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Super, merci beaucoup Patrick pour cette présentation. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions directement avec votre micro. C'est Philippe. Moi, j'avais une question sur le bénévolat au sens large. Est-ce que la Croix-Rouge a des besoins? Oui, ça, tu l'as dit, mais a des difficultés pour recruter et a plus de difficultés. Enfin, c'est quoi la situation du bénévolat à la Croix-Rouge en particulier? Je pose la question parce que moi, j'ai une expérience où, par exemple, j'ai vécu des ressources bénévoles vieillissantes et peu remplacées, par exemple. Alors, il y a de ça. On s'en est aperçu avec la crise Covid, au cours de laquelle nos bénévoles les plus anciens, et moi j'étais juste à la limite, devaient rester chez eux. Les plus de 70 ans, n'avaient pas le droit de sortir. À quelques mois près, je devais être confiné à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, les plus de 70 ans ne devaient pas sortir de chez eux. Donc, on ne devait pas engager des bénévoles de plus de 70 ans. Et on s'est aperçu, ce qui est tout à fait évident, que côté action sociale, on a plutôt des bénévoles âgés. Et pour pouvoir, alors qu'il y avait plus de demandes qu'avant, compte tenu de la Covid, on a eu des problèmes pour avoir assez de monde pour faire marcher toutes les actions. On a été une des seules, tout au début, une des seules associations à continuer à faire de l'aide alimentaire. Les restos sont arrêtés pendant 15 jours, 3 semaines. Secours Pop, pareil, etc. On l'a fait, mais c'était vraiment tangent. On a quand même eu quelques unités locales qui ont dû arrêter parce que tous leurs bénévoles avaient plus de 70 ans. Donc, c'était pas possible. Donc, c'est vrai, on a un problème comme pour tout le monde, de vieillissement. On a un problème suite justement à Covid, de gens qui ont pris de la distance par rapport à la Croix-Rouge parce qu'il y avait plein d'autres choses et puis surtout, ils ont pris l'habitude de ne plus participer à des actions de bénévolat. Et on a maintenant encore des difficultés à avoir des bénévoles. C'est pour ça que je fais appel à vous pour essayer de trouver des bénévoles. On a plein d'actions qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Et je vous ai donné une statistique tout à l'heure, c'est 1 sur 1000, un Français sur 1000 qui est bénévole à la Croix-Rouge. Dans le département du Nord, c'est 1 sur 2000. D'accord. Donc, le département du Nord est un département qui, quand même, qui n'est pas un des plus riches, est loin de là. Donc, on a beaucoup de besoins. Merci. Patrick, tu peux peut-être. J'arrive pas à arrêter le partage. À revenir, comment tu fais pour arrêter le partage? Normalement, c'est sur la fenêtre Zoom, il y a en tout cas arrêter le partage. Présentation, non, présentation, qu'est-ce qu'il met? Tableau blanc. Je crois que je ne peux pas le faire moi de mon côté. Mais il n'y a pas de partage, on ne voit rien, nous. Mais c'est pour ça fait un écran noir. Ah oui, parce que c'est la fin du. Ah voilà, c'est bon, je peux le faire de. Normalement, voilà, parfait.
Super. Bon, alors, vous me voyez en tenue de travail, comme on dit. Je ne l'ai pas fait exprès parce que c'était la conférence de ce midi, mais parce que je suis en action aujourd'hui de distribution alimentaire. Donc, j'ai passé toute ma matinée à faire de la distribution alimentaire. Et là, je repartirai tout à l'heure pour en faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même si vous avez des questions pour devenir bénévole, enfin, d'autres questions, questions peut-être plus personnelles ou autres. Oui, j'ai une question. Tout d'abord, merci pour la présentation et tous ces détails. Là, vous parliez justement de l'aide alimentaire ou autre, ou tout ce qu'on peut faire pour les SDF. En gros, quelle serait la différence entre rejoindre la Croix-Rouge ou aller, je sais pas, au Resto du Cœur, Secours Populaire, dans toutes les autres associations? Mais il n'y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre l'une et l'autre association. On ne fait pas tous la même chose. Bon, la Croix-Rouge est, je pense, l'association qui a le panel d'activités le plus large, puisqu'il y a de l'action sociale, il y a l'urgence et le tourisme. Bon, les restos, ils font que de l'action sociale, mais c'est de loin pas un reproche, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous dire, si vous voulez faire du bénévolat, allez-y. Toutes ces associations sont très bien. Il n'y a aucun problème. Okay. Il y a assez, malheureusement, de gens qui ont besoin de nous pour que l'on puisse aller dans d'autres associations. Maintenant, si vous voulez aller à la Croix-Rouge, j'en serais ravi. Ça marche. Merci bien. Oui, bonjour, ici Stéphanie. Donc moi, je suis bénévole Croix-Rouge sur le 92, donc en Île-de-France, secouriste depuis 10 ans. Bravo. Donc je suis ravie d'entendre les collègues du Nord et leur expérience. Pour partager un peu ce qui se passe donc en Île-de-France, on a énormément de jeunes qui nous rejoignent année après année, en particulier sur l'activité secouriste, et beaucoup d'étudiants. Donc, c'est intéressant d'échanger avec les étudiants, puisqu'ils ont un petit peu de temps libre, à la fois pour se former et puis pratiquer leurs connaissances. Alors, c'est surtout sur l'activité secouriste, mais on prépare activement la collecte alimentaire, justement, avec des bénévoles d'un jour. Donc, s'il y a des personnes sur le 92 ou d'autres départements, comme le disait Patrick, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre département, et c'est l'occasion de faire connaissance avec la Croix-Rouge. Personnellement, pour partager mon expérience, mon premier contact, c'était le fameux PSC 1 qui, à l'époque, durait 2 jours. Là, aujourd'hui, c'est 1 journée et qui vous permet d'apprendre les gestes de premier secours et de pratiquer sur des cas pour vous mettre en jambes. Et c'est vraiment très utile. Ça vous permet d'avoir des automatismes en cas de problème avec vos proches ou avec des inconnus dans la rue. Et c'est un excellent moyen pour connaître les activités de la Croix-Rouge. Merci pour ton témoignage. Et c'est très important de parler de cela et de la participation aux formations aux gestes qui sauvent ou au PSC1. Ça peut nous être nécessaire à tous. Il faut savoir que la Croix-Rouge forme, et j'allais dire habille, entre guillemets, ses bénévoles, en particulier pour tout ce qui est secourisme. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est tenu d'avoir ce qu'on appelle des vêtements de haute visibilité si on intervient à l'extérieur. Par exemple, quand on fait des maraudes, et en particulier la nuit, c'est la nuit qu'on fait des maraudes, il faut avoir des vêtements lumineux qui reflètent la lumière, de manière à ne pas avoir d'accident, tout simplement. Donc, la Croix-Rouge s'occupe de vous, et en particulier vous forme. Et les formations au secourisme, alors je ne sais pas si c'était PSE1, PSE2 ou plus, mais ces formations au secourisme sont faites par la Croix-Rouge pour ses bénévoles, et gratuitement, bien entendu. Avec un engagement minimum, parce que ça coûte quand même quelque chose de former quelqu'un.
on demande d'assurer un minimum d'heures derrière de poste de secours. Ça paraît quand même tout à fait normal. Et c'est combien de temps, du coup, d'engagement minimum après cette formation? Oh, ça doit être de l'ordre. Si je me gourre, surtout n'hésite pas à me corriger. Je crois que c'est 70 heures qu'on demande. Ok. Enfin, la formation dure quand même, c'est 2 fois 35 heures, hein, la formation. C'est ça. Et ensuite, effectivement, il faut pratiquer. Il y a une formation continue tous les ans pour la partie secouriste. Donc, c'est assez engageant, effectivement. C'est pour ça qu'on a du mal aussi à garder les secouristes, enfin, les bénévoles en secourisme longtemps, puisque avec les carrières professionnelles, les vies personnelles, c'est compliqué pour eux d'être disponibles sur une longue période. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des formations qu'on appelle initiales assez souvent. Et puis, ça demande aussi une condition physique et puis un engagement, comme le disait Patrick, non négligeable. Maintenant, il y a vraiment d'autres activités qui sont extrêmement variées et qui permettent même de faire une chose dans le mois ou voire ponctuellement sur l'année qui ne sont pas secouristes. Hein, mais du coup, ça donne un panel de choix d'engagement qui est assez différent de ce que l'on trouve dans d'autres associations, je pense. Ou en tout cas. Tout à fait. Et il n'y a pas de barrière ou de limite entre la partie action sociale et urgence et secourisme. On peut participer aux deux. On est bénévole à la Croix-Rouge. On peut. Alors, en fonction, bien entendu, il y a des activités qui demandent un certain niveau de qualification. Mais sans ça, il n'y a aucun problème pour participer à l'une ou l'autre activité. Alors, ce que l'on remarque, c'est que les bénévoles de l'urgence et secourisme, c'est principalement des jeunes, et les bénévoles de l'action sociale sont plus âgés. Mais ce n'est pas du tout interdit quand on est jeune de faire l'action sociale et quand on est plus âgé de faire du secourisme. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être avant de conclure. Je vois qu'il est déjà. J'ai une dernière question. Dans les établissements médico-sociaux, tu disais que ça fonctionnait avec des salariés, ça je comprends. La question, c'est est-ce que dans ces établissements-là, il y a des salariés en majorité, mais aussi des bénévoles, ou c'est exclusivement salarié? Alors, c'est exclusivement salarié. D'accord. Il y a eu, pendant la période Covid, un renfort qui a été assuré par des bénévoles, parce qu'il y a eu des actions spécifiques Covid qui ont dû être mises en place. D'accord. Les gens ne pouvaient plus aller au réfectoire, il fallait leur servir leur repas dans la chambre. D'accord. Et il n'y avait pas assez de personnel, bien entendu, pour faire tout ça. Et on n'allait pas embaucher des gens uniquement pour faire ça pendant quelques temps. Et puis après, on espère quand même que tout ça, ça va se terminer, puis ça s'est terminé. Donc, il y a eu des bénévoles qui sont allés. Mais là, il y a toujours un problème entre la partie bénévolat, c'est quelqu'un qui vient faire un boulot et qui n'est pas payé, qui pourrait être considéré comme venant en concurrence avec des postes de salariés. Oui, non, je posais la question aussi pour ça, c'est que moi, j'ai travaillé dans des associations où il y avait bénévoles et salariés, donc il y a une articulation qui est pas toujours simple, mais qui en même temps est très riche. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la question. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est très délicat. De même que les interventions à l'extérieur. Moi, je sais qu'il y a des interventions qui m'ont été demandées. Par exemple, il y a une commune qui faisait un centre de vaccination et qui souhaitait que l'on vienne, que l'on aille chercher des personnes à leur domicile pour les conduire au centre de vaccination pour qu'elles se fassent vacciner. En tant que président, là, j'ai refusé parce qu'on venait alors de plein fouet percuter une activité salariée qui est celle des VTC et celle des ambulances. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc, nous, on ne va pas venir gratos faire quelque chose pour lequel les autres devraient normalement être rémunérés.
c'est de la concurrence déloyale. Je ne voulais pas m'engager sur ce genre de choses. Il y a un mélange des genres à certains moments qui n'est pas bon. À d'autres moments, c'est le fait que des bénévoles travaillent avec des salariés, ça peut être très intéressant et très profitable pour les deux. D'accord. Oui, non, mais absolument. Mais à manipuler avec précaution. Non, c'était pour ça que je posais la question. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 13h30, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je tenais vraiment à vous remercier, Patrick, pour la présentation qui a été très complète, c'était très enrichissant. Et merci à tous pour votre participation. Donc, j'ai vu dans le chat que certains ont été obligés de nous quitter avant, mais pas de problème. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à contacter Patrick si vous avez d'autres questions et à vous engager pour la Croix-Rouge, à devenir bénévole. Voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder en apéro-ato, n'hésitez pas à me contacter aussi. Que ce soit vous ou des gens, des proches, des gens de votre famille, etc. Tout le monde peut venir, quel que soit le niveau, peut venir comme bénévole à la Croix-Rouge. Super. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée et bon week-end si vous faites le pont. Merci de votre participation. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.